Bonjour et bienvenue sur le channel qui parle des mondes numériques qui nous entourent. En ce qui concerne le menu du jour, je suis vraiment fier de vous présenter celui-là. On va parler de comment mieux utiliser l'IA. Et comment on va faire cela? Je vais vous parler de mes expériences personnelles, de ce que j'ai fait en entreprise. Je suis content de vous présenter le résultat de la méthode scientifique que nous avons fait tous ensemble à travers les vidéos précédentes. Je m'explique. Nous avons regardé ensemble le procédé de fonctionnement de l'IA. Puis, nous avons pu voir ses avantages et ses inconvénients. Dans quel cas utiliser l'IA et dans quel cas ne pas l'utiliser. Ensuite, nous avons pu voir ses dérives, grâce à tout ce que nous avons vu précédemment. Et finalement, grâce à toutes ces connaissances, nous sommes légitimes pour pouvoir donner des arguments. Et grâce à des arguments, nous pouvons tirer des conclusions les plus objectives possibles. Il restera toujours des biais, mais n'empêche, je préfère un discours où on voit des arguments qu'un discours sans arguments où la solution tombe du ciel, comme par miracle, et c'est exactement celle que l'on a envie d'entendre. Donc non, ici sur cette chaîne, vous n'aurez jamais des choses que vous avez envie d'entendre, vous aurez toujours des arguments et des discours expliqués. Aucune complexité aujourd'hui, cette vidéo devrait être encore plus accessible que les autres. Ah, cela va vous plaire. Je vais encore m'en prendre à mon souffre-douleur préféré. Et oui, je vais encore parler de ces agents IA génériques. Alors oui, je ne les aime pas. Il y a de bonnes raisons pour ne pas les aimer. Premièrement, ces IA ont pillé Internet. Ils ont pillé des données qui ne leur appartenaient pas. Ils se servent de gens qui ont partagé leurs connaissances afin d'en tirer profit, sans donner d'argent à ces gens-là, sans aider Internet à se développer. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne. Pour moi, Internet, c'est la bibliothèque du monde, et une bibliothèque doit toujours être mise à jour en continu. Ces IA sont en train de remplacer Internet. C'est-à-dire que ce sont les IA qui vont parcourir Internet et donner les réponses qu'elles veulent. Et donc ça me dérange aussi pour un niveau de contrôle. Qui contrôle ces IA? Qui le fera dans le futur? Elles vont forcément être orientées. Bref, cela ne me plaît pas. Donc déjà, les sachants, ceux qui ont participé à partager leurs connaissances et qui l'ont fait gratuitement ou presque, ou peut-être être rémunérés, mais qui ne retirent rien, mais dont leurs sites ne seront plus alimentés par des personnes qui vont les voir, et ce seront l'IA qui va récupérer les lauriers de leur travail. Non merci. En fait, si on réfléchit bien, ces agents génériques sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Ces agents se servent d'Internet. Mais dans le même temps, elles sont en train de tuer Internet. Donc, ce n'est pas bon pour eux. Et si on a tué Internet, et que les IA ne sont plus bonnes dans le futur, ce sera un problème pour nous. Donc, continuez s'il vous plaît à utiliser Internet, continuez à visiter des pages web, c'est hyper important. En plus, ces IA sont chères en ressources, elles coûtent énormément d'argent et elles peuvent facilement être un contrôle de la population dans le futur. Je me méfie beaucoup d'elles. C'est pas que je les aime pas, je vais m'en servir, mais je vais m'en servir avec parcimonie, mais je vais pas baser ma vie complètement sur les IA. J'ai la possibilité de le faire, je suis chanceux, j'ai le temps de le faire, j'ai le temps d'aller voir plusieurs pages web, j'ai le temps d'investir du temps pour continuer à cultiver mon esprit, pour continuer à cultiver l'esprit critique, pour continuer à faire fonctionner mon cerveau, et je vous encourage vraiment à continuer cette gymnastique pour votre propre bien. Vous allez me dire, quand est-ce que j'utiliserai l'IA? L'IA est très très forte pour les IA spécialisées. Par exemple, les traductions. C'est une IA spécialisée et elle marche super bien. Elle marche super bien pour la génération de bruits, d'objets, de vidéos. Alors oui, cela va créer un bouleversement majeur pour la vie de certains illustrateurs, de bruiteurs, de traducteurs, de plein de personnes, mais c'est comme toute révolution. C'est comme toute révolution. Il y a des changements dans la vie. Et je pense qu'il faut savoir s'adapter. Et c'est encore plus vrai de nos jours que c'était à l'époque de mes parents ou de mes grands-parents. La vie va tellement vite aujourd'hui, et ce sera encore plus vrai pour nos enfants, qui auront sûrement beaucoup plus de vie que vous. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Mes parents ont connu le fait de travailler dans la même entreprise toute leur vie, en faisant presque le même travail. Moi, dans ma génération, j'ai quasiment fait le même métier toute ma vie, mais j'ai dû changer plusieurs fois d'entreprise. Et je pense que pour la génération future, ils vont devoir faire plusieurs métiers dans différentes boîtes différentes. Et tout le temps savoir se réinventer. Cela va être la clé pour les gens des générations futures. D'un certain côté, le problème des IA, c'est qu'on va avoir de plus en plus de deepfakes. Les créations de fausses preuves, cela va être encore plus dur de se protéger et je suis sûr que plein d'escrocs vont s'en servir. Cela a déjà commencé. Il y a certains truands qui vous enregistrent et qui après vont appeler vos proches en utilisant votre voix. C'est des choses qui existent. Il y a certains truands qui ont déjà pris l'apparence de célébrité pour soutirer de l'argent à d'autres personnes. On en entend parler tous les jours dans les faits divers. Il va falloir que l'on soit tous plus méfiants dans l'avenir. Je viens déjà de le dire, mais oui, l'IA aura un impact sur le travail. C'est comme avec toute révolution. Et pas forcément informatique. Il ne faut pas forcément voir que l'informatique est le mal incarné. Non, cela a déjà commencé avec le taylorisme, où on apprenait à travailler à la chaîne. Ensuite, il y a eu la mécanisation de l'agriculture, où on a perdu plein d'ouvriers agricoles. Et vous pouvez en convenir, mais cela était bien avant que l'on crée les ordinateurs. Après, il y a eu l'automatisation des usines, et bien entendu, l'informatisation qui a eu son lot de destruction d'emplois, ou de changement profond de la société. Et je préfère utiliser ce changement profond de la société. Pourquoi? Parce que toutes ces révolutions nous ont permis de faire plus de choses. Plus de culture, plus de musique, plus de loisirs. Sans ces révolutions, impossible de faire tout cela. Donc oui, l'IA va impacter considérablement les vies futures. Alors, est-ce que c'est une menace pour les informaticiens? Oui et non. Mais déjà, on touche à quelque chose qui s'est déjà produit lors de l'avènement du cloud. C'est que oui, maintenant, les nouvelles technologies, c'est la première fois que l'automatisation touche ce secteur d'activité. On pourra parler de la révolution du cloud si vous voulez,
C'est un sujet qui me passionne aussi, donc on pourra faire des vidéos. Et pourquoi justement cette révolution a été partiellement ratée. Mais je ne pense pas, cela dit, que l'IA va vraiment impacter le métier de l'informatique. Alors pourquoi ? Premièrement, l'IA fait juste un copier-coller d'Internet. Alors il est vrai que les informaticiens se basent beaucoup sur Internet comme base de connaissances pour faire des choses. Il se peut que le premier lien ne fonctionne pas et qu'il faut aller sur 2-3 liens, et en plus il faut souvent adapter la réponse en fonction de son cas particulier. Donc déjà juste un copier-coller ne fonctionne pas. Pour les développeurs, vous allez me dire maintenant l'IA développe des programmes. J'ai testé et ça fait des programmes. Alors ça fait des programmes, oui et non. Ça fait les premières briques des programmes. J'ai développé plein de fois. Et je peux vous dire que effectivement le code, par exemple si je fais du Python, je vais faire du Python sur mes premières briques de base, et après plus tard je vais jamais plus faire de Python. Je vais juste utiliser mes briques de base, et mes briques de base n'existent pas sur Internet, donc du coup l'IA va pas savoir utiliser mes briques de base, et donc du coup il va falloir que je fasse moi-même. En plus le code qui est disponible sur Internet gère les cas génériques. Il gère pas les cas particuliers, généralement il fait pas de gestion d'erreurs, il permet pas d'intégrer une brique à l'intérieur d'une autre brique. Donc en fait il y a beaucoup de travail à faire en plus que de récupérer du code sur Internet. J'ai effectivement vu des collègues qui faisaient du copier-coller d'Internet il y a plus de 20 ans. Le résultat était catastrophique. Ils comprenaient absolument pas ce qu'ils faisaient. Le code qu'ils avaient fonctionnait, mais pas dans tous les cas. C'était inutilisable et derrière, c'était impossible à maintenir. Un code vraiment créé de briques et de braques, un petit peu un patchwork. Alors autant ça peut être joli en couture, mais un patchwork de code fait par différentes personnes au sein d'un programme, il n'y a aucune homogénéité et c'est hyper indigeste, hyper difficile à lire, hyper difficile à comprendre, hyper difficile à modifier. Et généralement, qu'est-ce qui se passe quand on voit ça ? On fout tout à la poubelle et on repart de zéro. Je vous dis, ça coûte beaucoup moins cher des fois de repartir de zéro en informatique que d'essayer de corriger un truc qui est mal fagoté. Ensuite, pour les chefs de projet, vous allez me dire, et là effectivement, les chefs de projet, c'est ceux qui utilisent le plus l'IA parce qu'ils génèrent des emails rapidement, ils génèrent des comptes rendus de réunion, et cela leur libère du temps. Vous allez me dire, donc du coup, les chefs de projet vont pouvoir gérer, au lieu de gérer 5 projets, ils vont pouvoir en gérer 10, 15, 20. Sur le papier, oui. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui, moi, m'a touché, c'est la charge mentale. Moi, quand je fais 5 projets, j'arrive à peu près à les gérer en parallèle, mais à partir du moment où j'ai 6, 7, 8, 9, 10 projets, je gère les projets, mais je fais mal. Parce qu'en fait, quand j'en ai que 5, j'arrive à être concentré sur ces 5 projets différents, et j'arrive à me rappeler des choses, qui ont été dites en réunion. J'arrive des fois dans ma voiture, sous la douche, le soir, à penser des choses, et tiens, ce serait bien pour ce projet-là, etc., etc. Mais passer un nombre de projets trop élevé, c'est le flou complet. Je me rappelle de rien du tout de ce que j'ai fait de la journée, je suis pas vraiment dans aucun projet, je suis dans tous à la fois et dans aucun à la fois, et donc en fait, le résultat est médiocre. Donc c'est pas quelque chose que j'encouragerais, de diminuer son nombre de chefs de projet, en leur donnant plus de projets. En tout cas, c'est pas ma façon de faire. Pour moi, un chef de projet, pas quelqu'un qui va remplir juste des feuilles Excel ou pas quelqu'un qui va juste remplir des backlogs. C'est quelqu'un qui essaye de comprendre toutes les parties du projet, que ce soit les techniciens, que ce soit les utilisateurs, que ce soit la direction, et qui permet d'orienter le projet dans la meilleure direction. C'est sûr qu'un jour, la technologie va toucher le secteur de l'informatique, mais je ne pense pas que ce soit sur ce coup-là. Parlons maintenant de mon retour d'expérience avec l'IA. J'ai fait plusieurs projets avec l'IA. J'ai même participé à des avant-ventes concernant l'IA. Je peux le dire, je ne suis pas un expert dans l'IA, mais j'ai une bonne connaissance du sujet et de ce qu'on peut faire avec, et de surtout ce qu'on ne peut pas faire avec. Donc déjà, il y a eu des succès avec l'IA, mais vraiment des projets hyper courts, pas coûteux, et qui ont amené des retours d'investissement. C'était super intelligent, les personnes qui ont eu l'idée ont su tirer l'excellence de cette technologie. Comme quoi on n'est pas obligé de dépenser des milliards d'euros pour avoir des résultats avec l'IA. Donc ça c'est le premier point. Donc généralement c'était des IA hyper spécialisés, des IA qui allaient reconnaître quelque chose, on montrait une photo et l'IA faisait le travail pour nous et d'aider la personne à chercher dans un classeur où il y avait des milliers de pages. Donc bref, l'IA fait des choses bien et très bien. D'un autre côté, j'ai vu du grand n'importe quoi. J'ai vu des gens qui disent, l'IA c'est un ordinateur donc c'est plus intelligent que nous, donc je vais lui demander de faire des choses que je ne sais pas faire. Et comme ça, je vais pouvoir faire un boom dans mon secteur. Vous, ça vous gêne peut-être pas, mais moi, ce raisonnement me gêne. C'est-à-dire que lui n'apporte absolument rien, se trouve complètement inadapté à développer son business. Et donc il se dit, je vais demander à une IA. Mais il se dit pas, finalement, si tout le monde est capable de faire ça, en fait, je ne sers plus à rien. Pour moi, ce qui fait la force dans une entreprise, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être de bien optimiser ses coûts, ça peut être de bien gérer ses clients, mais c'est souvent d'avoir des idées disruptives et de faire des choses que les autres n'ont pas pensé. Après, on va se faire copier, ça c'est sûr. Donc déjà, ce genre de décideurs me dérangeait. C'est-à-dire que ce qui les intéressait uniquement, c'est de gagner de l'argent à tout prix, sans se poser de questions. J'ai eu d'autres décideurs qui aussi m'ont dérangé, qui se sont dit, mes ingénieurs, c'est tous des débiles, donc je vais demander à l'IA de faire des choses qui allaient contre les lois de physique. Alors, je vais vous sortir un exemple. Ce ne sera pas exactement cet exemple parce que je ne veux pas divulguer ce que j'ai fait exactement chez les clients. J'ai un devoir de confidentialité, mais je vais faire une analogie. J'ai un client qui m'a demandé, j'ai ma voiture, j'aimerais que tu regardes toutes les données que je te renvoie, j'ai analysé toutes les données de ma voiture, et j'aimerais que tu me dises comment on peut aller plus vite sans appuyer sur l'accélérateur. Mais c'était tout aussi stupide, c'était pas sur une voiture, mais c'était tout aussi stupide. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On est allé au bout du raisonnement, on a fait travailler l'IA, et l'IA lui a dit, si tu veux aller plus vite, il faut que tu appuies sur la pédale d'accélérateur.
Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pas en touchant les réglages de ton autoradio que tu vas faire avancer ta voiture plus vite. Les chatbots, c'est le Graal. Toutes les entreprises voulaient faire leur chatbot. C'était la mode. Moi, je veux avoir mon chatbot parce que c'est moderne, ça va donner une image jeune à mon entreprise, et ils n'ont pas tort. Mais tous les gens qui sont allés dans cette voie, tous les IA qui ont commencé à être développés ont été abandonnés. Pourquoi les chatbots ont été abandonnés? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il faut des données colossales pour pouvoir créer un chatbot, mais vraiment des données exhaustives. Sinon, le chatbot ne va pas répondre à toutes les questions. Il ne va répondre même qu'à 10% des questions. Et les gens vont perdre facilement confiance en ces chatbots, et donc du coup, il va servir à rien. Mais deuxième point, le plus important, c'est qu'un chatbot, c'est compliqué à mettre en place et surtout compliqué à faire évoluer. Il faut souvent 1 ou 2 data scientists à temps plein pour faire évoluer ces chatbots. Et donc, si votre chatbot remplace 3 personnes qui étaient au support, mais qui sont remplacées par 2 data scientists qui sont payés plus cher, pour moins de réponses, parce qu'au bout d'un moment, si vous n'avez pas les nouvelles données, les nouvelles réponses qui sont données par le support, votre chatbot ne va pas évoluer. Et on le sait, la plupart du temps, les gens veulent servir du chatbot pour faire du support, et les questions évoluent au fil du temps, au fil des nouveaux programmes, au fil des mises à jour, au fil de la vie de l'entreprise. Et donc en fait, c'était pas rentable de remplacer des personnes par des chatbots, parce qu'en fait, vous remplacez des personnes par d'autres personnes qui coûtaient plus cher. Et en plus, il y avait aussi une autre effet un peu compliqué, c'est un peu ce que j'appelle l'effet système d'exploitation, c'est-à-dire que généralement il faut poser la question exactement avec les bons termes pour que le chatbot réponde. Et cela ressemblait plutôt à un système d'exploitation où on utilisait des commandes qu'un langage fluide avec un chatbot. Donc oui, les entreprises de l'IA ont fait d'énormes progrès et ils nous ont aidés à faire des chatbots presque utilisables, mais en fait ce n'est pas utilisable. Alors moi j'ai fait beaucoup de prestations de services, et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas utilisable. Je me suis déplacé dans beaucoup d'entreprises. On va dire, grosso modo, plus d'une centaine pour vous donner un peu l'idée. Et à chaque fois que j'allais dans une entreprise, bien que c'était soit des entreprises françaises, et que je considère que je parle suffisamment bien français pour comprendre ce qui est dit autour de moi, les premiers jours, dans ces entreprises, à chaque fois, j'étais perdu. Il y a un langage fermé dans chacune des entreprises. Personne ne s'en rend compte, mais vous utilisez des termes spécifiques à votre entreprise, des mots que l'on n'utilise pas qui sont de la langue française, mais que personne n'utilise, ou pas couramment, et donc du coup, c'est très difficile de comprendre. Vient s'ajouter les codes spécifiques à votre entreprise. Des noms de produits spécifiques, des codes produits, des choses comme ça, et c'est hyper compliqué de comprendre les premiers temps que vous allez rentrer dans une nouvelle entreprise. Et bien pour l'IA, c'est pareil. Vous avez une IA générique qui sait parler très bien français, mais qui est un peu perdu quand il s'agit de parler le français de votre entreprise. En fait, la langue de votre entreprise. Et c'est tout le travail des data scientists qui doivent faire en sorte de faire fonctionner cette IA, ce chatbot, avec le langage des utilisateurs de l'entreprise. Donc oui, l'IA marche super bien, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. Et moi, je m'en servirais dans la qualité, parce qu'il est hyper simple de faire des choses qui étaient très coûteuses auparavant. C'est-à-dire que passer sous toutes les coutures une pièce que vous créez, généralement la qualité, vous prenez un échantillon, vous regardez sur l'échantillon que vous produisez et vous définissez une qualité pour un lot. Et bien là, il serait possible, avec l'IA, en prenant des photos, de qualifier chaque produit qui sort de votre usine. Il y a plein de domaines dans lesquels l'IA pourrait être utilisée. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter ou à mettre des commentaires. À l'instar des révolutions comme le cloud ou le big data, j'ai un peu peur qu'on passe à côté de la révolution de l'IA. Et c'est pas les décideurs que j'ai rencontrés ni les politiciens que j'entends qui me donnent confiance. Et donc dans les prochains slides, je vais vous donner ma vision de comment j'utiliserai l'IA et j'espère que ça donnera des bonnes idées à plein de personnes. Il serait dommage de sous-utiliser une si belle technologie. Si vous voulez réellement transformer le monde dans lequel vous vivez, que ce soit dans votre entreprise, j'axerai d'abord sur les IA spécifiques, très spécifiques. J'axerai sur l'utilisation de l'IA sur des domaines sur lesquels je n'avais pas les moyens de le faire. Et s'il y avait un domaine que vous savez dans votre entreprise qui était possible de faire par un humain, mais que si l'utilisation de l'humain était trop chère pour cette partie-là, vous pouvez vous orienter du côté de l'IA. C'est la première des choses. Identifiez chaque aspect de votre entreprise qui coûterait trop cher à faire par un humain, et dites-vous, est-ce que je peux pas mettre une IA à la place? Premier point. Deuxième point, tout ce qui est qualité, l'IA ne se fatigue jamais. L'IA va toujours vous donner des très bons résultats. Pour tout ce qui est sécurité, vous pouvez utiliser l'IA. Un objet mal placé à un endroit de l'usine, un déplacement dangereux, faire retentir des alarmes quand l'IA va détecter un accident se produire. Donc tout ce qui est au niveau sécurité, un comportement inapproprié, vous pouvez le détecter. Donc vraiment au niveau de la sécurité, vous pouvez utiliser l'IA. Et au niveau politique, moi, j'utiliserais l'IA dans les domaines en souffrance. On a fait n'importe quoi avec les médecins ces dernières années en France. On savait qu'on en avait besoin de plus en plus, mais on a laissé un numerus clausus qui nous a mis une épine dans le pied. C'était pas le faute. On avait suffisamment de personnes qui ont envie de faire médecin, mais on leur a juste empêché de devenir médecin pour une raison qui est stupide et idiote. Et maintenant, on se retrouve en pénurie de médecins. Alors, comment on pourrait faire, par exemple, pour résoudre ce problème? Et ben, moi, je pense qu'on pourrait réorienter beaucoup de spécialistes de la santé qui étaient dédiés à la détection de maladies, de personnes dédiées au diagnostic et les remplacer par l'IA.
Par exemple, on pourrait dire que tout ce qui est auscultation pourrait être fait par des IA. Et je pense qu'on pourrait identifier beaucoup plus de maladies différentes et donner des diagnostics meilleurs. On pourrait par exemple faire à chaque fois qu'on va chez le médecin un diagnostic complet. Une goutte de sang permettrait de faire l'analyse de sang complète sans avoir besoin de passer un échantillon, de passer plusieurs procédés pour identifier ce qu'il y a dans le sang. Je pense que si on entraîne l'IA, elle est capable de savoir avec une goutte de sang, avec des microscopes à balayage numérique, vous êtes capable d'identifier une concentration de telle teneur et de savoir exactement comment est votre sang. Première des choses. Vous pouvez aussi écouter le cœur. Vous pouvez aussi écouter la respiration. Vous pouvez aussi faire une photo générale de la personne. Analyser les selles, analyser l'urine de manière hyper précise. Donc on pourrait très bien se dire, bon ben voilà, je vais chez le médecin, je passe dans une machine, je donne des échantillons que je dois donner et j'ai un diagnostic complet de ma santé. Je pourrais même, faudra travailler sur des années et des années, mais je pourrais même savoir quelles sont les prédispositions de ma condition actuelle, si je continue donc comme ça, quelles sont les chances de développer telle ou telle maladie, etc. etc. Alors je sais qu'il y a un côté environnemental qui rentre à l'intérieur, mais néanmoins, on pourrait identifier les personnes qui sont plus fragiles à telle et telle maladie et les autres qui ne le sont pas. Donc côté santé, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Analyse de sang, analyse diagnostic de la population en général, prévention des maladies. Si on arrive à détecter précocement les maladies, on sait que le temps de traitement est beaucoup plus court. Et donc du coup, ça fait plus de disponibilité pour nos médecins et donc plus de personnes soignées. Ainsi s'achève cette série de vidéos sur l'IA. Merci énormément de m'avoir écouté.